Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Le Sénat poursuit les travaux de sa mission d'information sur la prévention de la pédophilie. Après avoir entendu les responsables de l'Église, les différents acteurs de l'accueil des enfants, les sénateurs tentent de comprendre comment l'opinion publique et les élus se sont emparés du problème des abus sexuels sur mineurs. Les sénateurs ont auditionné la politologue et spécialiste du sujet Laurie Boussaguet, ainsi qu'Agnès Lebrun, vice-présidente de l'Association des maires de France. Je vous laisse écouter ces auditions. En Europe, on a des systèmes différents, des systèmes pénaux et des systèmes de protection de l'enfance différents. Et pourtant, si on regarde à quel moment la pédophilie devient un problème public, ça se passe au même moment et de la même façon dans tous ces pays-là. Et donc, c'était cette double interrogation qui m'intéressait. Et puis, troisième raison, mais alors là, je vais rentrer plus dans des questions académiques, mais je vais faire ça très simple, c'est que c'est un objet qui pose la question des frontières. C'est-à-dire que lutter contre la pédophilie, il y a plusieurs acceptions possibles, c'est à cheval entre plusieurs secteurs. Il y a le domaine pénal pour la répression, il y a le domaine de la santé pour le soin des délinquants sexuels, il y a le domaine de la protection de l'enfance. Et donc sur le plan dans ma discipline à moi de l'analyse des politiques publiques, ça posait des questions intéressantes aussi de comment on analyse un objet intersectoriel, multidimensionnel, et donc dont la prise en charge est aussi multidimensionnelle et parle à plusieurs secteurs différents. Et ça pose aussi les questions des frontières de l'État, parce qu'on est entre le public et le privé, c'est-à-dire que la pédophilie, ça rencontre le public et l'intime, ça touche à la sexualité, mais c'est de la sexualité déviante. Et donc comment l'État gère les marges et gère les menaces qui pèsent sur la société. Donc c'était toutes ces questions-là qui m'intéressaient et qui m'ont conduite à travailler sur cette thématique. Alors ensuite, comment elle s'est imposée dans le débat public? Est-ce qu'avant c'était ignoré? Alors évidemment, la pédophilie et les abus sexuels sur mineurs de manière générale, c'est un phénomène qui a toujours existé. Mais c'est vrai qu'il faut attendre en fait la fin du XXe siècle pour que ça devienne un vrai problème public et politique et que ça envahisse les scènes publiques et médiatiques. Et donc, dans mon travail, ce que j'ai montré, c'est qu'il y avait deux grands temps de l'émergence. Il y avait deux séquences différentes. La première séquence d'émergence, c'est les années 80. À ce moment-là, le problème qui émerge, c'est surtout l'inceste. C'est-à-dire que c'est les abus sexuels sur mineurs dans leur ensemble, avec un éclairage particulier sur l'inceste. Et les acteurs qui portent le problème sur la scène publique, à ce moment-là, c'est les féministes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les militantes féministes se mobilisent sur les questions de viol, que juste après l'adoption de la nouvelle loi sur le viol en 80, elles s'aperçoivent que la loi n'est pas forcément bien appliquée, que les femmes n'osent toujours pas porter plainte. Donc elles demandent au gouvernement d'instaurer une ligne téléphonique gratuite. Donc c'est Viol Femmes Information qui est mis en place en 86. Or, à la surprise générale, les appels concernent pour la majorité des cas d'abus sexuels sur mineurs ou des adultes qui racontent les abus sexuels dont elles étaient victimes en étant mineures. Et donc les féministes sont les premières à obtenir des données chiffrées sur la question des abus sexuels sur mineurs. Et donc c'est elles qui vont porter le problème sur la scène publique et politique. Elles trouvent généralement, alors dans le cas de la France, elles trouvent un relais avec une ministre femme, alors plusieurs ministres femmes qui ont occupé des portefeuilles mineurs, entre guillemets, même si on pourrait revenir sur la terminologie, mais donc notamment la figure d'Hélène Dorlac, par exemple, qui va intégrer cette problématique-là. Et donc le discours dominant à ce moment-là, c'est la dénonciation, alors c'est un discours féministe, c'est la dénonciation de la violence, de la domination masculine, des violences patriarcales qui se reproduisent à l'intérieur de la famille sur les petites filles. Et donc elles vont aussi travailler de pair avec des professionnels qui travaillent au contact des enfants victimes. On va reconnaître le trauma de l'enfant. Et donc tout ça va être intégré dans des grandes lois sur la maltraitance infantile. Donc la maltraitance sexuelle va être intégrée dans la lutte contre la maltraitance infantile. Et donc c'est la première période de l'émergence. Et puis, alors j'allais dire plus rien. Non, évidemment, les lois existent, elles continuent de s'appliquer, mais il faut attendre les années 90 pour qu'on voit émerger un nouveau problème. Et je dis nouveau volontairement parce qu'en fait, le problème qui émerge dans les années 90, alors c'est toujours les abus sexuels sur mineurs, mais c'est la pédophilie. Et la pédophilie, c'est pas les abus sexuels sur mineurs en général. Et dans les années 90, le problème qui émerge, c'est vraiment la pédophilie, c'est-à-dire, statistiquement, en fait, ça concerne que 3% des abus sexuels, c'est-à-dire la pédophilie perpétrée par des délinquants sexuels que personne ne connaît. Et donc, il y a la figure du stranger danger, c'est-à-dire le danger que personne ne connaît, c'est attention au monsieur devant l'école, tu ne parles pas à quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, c'est cette figure-là qui émerge, et c'est ce problème-là qui émerge dans les années 90, avec une deuxième dimension qui est, en plus, les délinquants sexuels récidivent, donc il faut qu'on lutte contre la récidive des délinquants sexuels. Mais donc, dans ces années 90, le problème qui émerge, c'est une toute petite part des abus sexuels sur mineurs, et les médias vont vraiment
grossir cette dimension-là, c'est la pédophilie, mais vraiment comme une menace extérieure, en fait, comme un danger qui pèse sur les enfants dans la société. Et on évacue un petit peu la question du danger à l'intérieur de la famille et des gens qu'on connaît, qu'on peut rencontrer voilà, par ailleurs dans le quotidien des enfants. Alors, on a de nouveaux acteurs qui portent ce problème-là dans les années 90. On a les associations de protection de l'enfance qui se saisissent finalement du problème. On a des associations à enjeu unique, c'est-à-dire des associations qui vont se créer spécifiquement sur la question, par exemple, de la pédocriminalité sur Internet, et donc qui vont se constituer pour lutter contre un problème spécifique. Et puis, on a des familles de victimes. C'est vraiment le moment où on voit exploser les associations de victimes, et c'est les victimes ou leurs familles qui vont porter le problème sur la scène publique. Et à la différence des années 80 où les professionnels présents étaient plus ceux qui travaillaient au contact des enfants, dans les années 90, les professionnels qu'on voit émerger, c'est des professionnels qui travaillent au contact des délinquants sexuels. C'est-à-dire que les familles de victimes vont nouer des contacts avec les professionnels qui ont commencé à faire du soin auprès des délinquants sexuels et commence à émerger l'idée qu'on peut les soigner. Donc si on peut les soigner, ça veut dire qu'on peut traiter le problème d'une certaine façon. Et au niveau politique, alors on va, du coup, comme on a des grosses affaires qui éclatent dans les années 90, notamment l'affaire Dutroux en Belgique, les médias, c'est un thème qui est très très présent. Ce sont des ministres plus importants qui vont se saisir du problème, donc ça va être le ministre de la Justice, le Premier ministre, et donc on va avoir des acteurs de premier plan du gouvernement qui vont se saisir du problème. À ce moment-là, le discours qui domine, c'est alors ce qu'on appelle dans mon jargon à moi un récit de politique publique, que je pourrais résumer de façon très synthétique, c'est-à-dire le constat, c'est que la pédophilie, ça peut concerner toutes les catégories de la population. Ce n'est pas une fatalité, c'est une pathologie, ce qui veut dire que potentiellement on peut la soigner, et que l'enfant victime a un vrai trauma sexuel qu'il faut soigner. Si on ne fait rien, scénario catastrophe, qu'est-ce qui va se passer ? Les pédophiles vont ressortir de prison, ils vont recommencer, puisqu'on sait que le taux de récidive est assez élevé. Les enfants qui ne sont pas soignés pourront devenir à leur tour des agresseurs potentiels par le phénomène d'identification à l'agresseur, et le phénomène va s'étendre. Donc, solution, il faut à tout prix empêcher les délinquants sexuels de récidiver. Et donc, on va imaginer toute une série de solutions comme faire des fichiers pour qu'on puisse les suivre, mettre en place des interdictions pour les empêcher d'aller dans des parcs fréquentés par des enfants ou de travailler dans des cantines scolaires, par exemple, ou alors mettre en place des suivis médicaux, sociaux, judiciaires pour pouvoir les suivre à leur sortie de prison et s'assurer qu'ils ne recommencent pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le discours dominant dans les années 90. Alors, comme je vous l'ai dit, le phénomène a toujours existé. Pourtant, il faut attendre la fin du XXe siècle pour que ça devienne un problème politique et public. Et pour ça, il a fallu plusieurs évolutions, donc, comme vous avez commencé à le mentionner en introduction, c'est-à-dire des évolutions de long terme, de moyen terme et de plus court terme. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique pour vous présenter tout ça. Les évolutions de long terme, c'est celles qui concernent le contexte de connaissance, c'est-à-dire les idées, les valeurs, les normes. Sur ce plan-là cognitif et normatif, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grande évolution entre la fin du 19e et la fin du 20e siècle, des évolutions qui vont être favorables à la prise en compte du problème des abus sexuels sur mineurs à partir des années 80. Plus précisément, il y a 3 évolutions cognitives importantes. Premièrement, c'est la place de l'enfant qui change dans la société. Deuxièmement, c'est qu'on a des textes internationaux qui vont structurer tout ça. On a une philosophie des droits de l'enfant qui va se développer. Et troisièmement, j'ai commencé à en parler en parlant des acteurs de l'émergence, on a dans le domaine des professionnels qui travaillent au contact des enfants victimes et des délinquants sexuels, des évolutions dans la façon de percevoir le problème et de le traiter. Et c'est ces 3 évolutions-là sur le long terme qui vont rendre envisageable, à partir des années 80 et surtout dans les années 90, une prise en charge de la question des abus sexuels sur mineurs. Alors rapidement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je reviens sur ces 3 évolutions de long terme. Donc d'abord, il faut que l'enfance devienne une vraie catégorie d'action publique. Tant que l'enfant n'est pas pensé comme un sujet de droit qu'il faut protéger, rien ne se passe. Or, jusqu'à la fin du 19e siècle, on n'a pas vraiment de sentiment de l'enfance. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire maintenant, en plus, je pense que j'oublierai des détails, mais rapidement, on a une conception assez hiérarchique de la famille et patriarcale, dans laquelle on n'intervient pas. C'est le domaine du père, donc l'État n'a pas à fourrer son nez dans ce qui se passe dans la famille, donc c'est le père qui décide pour ses enfants.
D'autre part, l'enfant n'est pas du tout un sujet de droit, c'est plutôt un objet. Il appartient à la famille, ça regarde la famille. Et l'État est non interventionniste dans ces questions-là. À partir de la fin du XIXe siècle, le regard commence à changer. D'abord parce que l'enfance peut être dangereuse, c'est-à-dire qu'elle peut être une menace sur la société. Et donc, on va s'intéresser à l'enfance dangereuse et malheureuse, parce que généralement, c'est la même. Et à partir du moment où on commence à s'intéresser à l'enfance dangereuse et à l'enfance malheureuse, ça veut dire que l'enfant devient un objet de politique publique. Et donc, déjà, le regard commence à changer. Alors, tout ça s'arrête quand, effectivement, il y a la Seconde Guerre mondiale qui éclate. Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on va de nouveau prendre en compte l'enfance. Et donc, l'enfant va petit à petit être reconnu comme un sujet de droit et comme un être devant être protégé et comme un être ayant besoin de protection spécifique parce qu'il est plus fragile, parce qu'il a des demandes spécifiques, des besoins spécifiques. Et donc, petit à petit, la place de l'enfant change, le regard sur l'enfant change. Et donc, on peut envisager de le protéger, notamment en matière sexuelle, à partir du moment où on change de regard sur l'enfant. Deuxième évolution de long terme, je l'ai mentionné, c'est l'adoption d'un certain nombre de textes internationaux structurants qui vont aller dans ce sens de la protection de l'enfance. Et donc, il y a un vaste mouvement international en faveur des droits de l'enfant, en lien avec le mouvement de protection des droits de l'homme également. On parle même de philosophie des droits de l'enfant, qui va se développer progressivement au cours du XXe siècle. Alors, ça commence au sortir de la Première Guerre mondiale, avec la Société des Nations, qui crée un comité de protection de l'enfance. On a même la première déclaration des droits de l'enfant en 1924, la déclaration de Genève, mais le processus est interrompu une nouvelle fois parce que le second conflit mondial éclate. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, on crée l'UNICEF. En 1959, on a une déclaration universelle des droits de l'enfant. Et puis, le dispositif, évidemment, est parachevé au moment de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Et ces textes-là vont donner un cadre structurant pour les États, sur lesquels ils peuvent s'appuyer, en fait, pour pouvoir agir ensuite au niveau national. Alors, rapidement, on retrouve le même mouvement au niveau européen. Par exemple, on a des textes adoptés au niveau européen. Le Conseil de l'Europe, par exemple, en 91, est le premier à adopter un texte spécifiquement sur l'exploitation sexuelle des enfants. En 92, le Parlement européen adopte aussi une charte européenne des droits de l'enfant et toute une série de mesures sont également adoptées en 96, mais ça reste encore assez timide. Mais tous ces textes internationaux, en fait, montrent une chose, c'est qu'il y a un large consensus qui émerge sur la scène internationale pour dire qu'il faut protéger les enfants. Troisième évolution de long terme, c'est dans le milieu des professionnels. Alors, dans ma thèse, j'avais appelé ça le forum des professionnels de la psyché. Bon, c'est un petit peu ardu comme ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que suivant les pays, c'est pas les mêmes acteurs qui travaillent. Donc, parfois, c'est des psychiatres, parfois, c'est des psychanalystes, parfois, c'est des psychothérapeutes, parfois, c'est des pédiatres, parfois... Donc, le plus simple, c'était d'avoir une terminologie un peu générale. Donc, j'avais appelé ça les professionnels de la psyché. Et donc, c'est tous ces acteurs qui travaillent soit au contact des enfants victimes, soit au contact des délinquants sexuels. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les deux dimensions, le regard change. C'est-à-dire que, dans un premier temps, jusque dans les années 80, la pédophilie n'est pas prise en charge par ce milieu-là, parce que le paradigme scientifique dominant, c'est le paradigme de la perversion. C'est-à-dire que l'enfant qui a des comportements, par exemple, sexuels inhabituels, va être vu comme un pervers. Au lieu d'interpréter ça comme le signe, le symptôme d'un trauma sexuel pendant très longtemps, et là, bon, je ne rentre pas dans les débats psychanalytiques, mais Freud n'a pas fait que des bonnes choses, puisqu'en fait, il y a une deuxième théorie de Freud en 1907 qui change complètement ce regard-là, avec cette idée que la réalité psychique intérieure est supérieure à la réalité des traumatismes extérieurs. Et donc, en fait, quand un enfant a des comportements compulsifs sexuels, par exemple, au lieu d'être vu comme le symptôme de quelque chose ne va pas, il a été traumatisé sexuellement, c'est vu comme c'est un pervers, et donc il est irrécupérable, on ne peut pas le soigner. Donc pendant longtemps, c'est ce paradigme-là qui domine. Et du côté des délinquants sexuels, c'est la même chose. Le pédophile, c'est le pervers incurable. Pendant longtemps, on ne peut rien faire avec ces gens-là, on ne peut pas les soigner. Et c'est ça qui va être dominant pendant très longtemps. Et puis dans les années 80, ça change, parce que dans les deux domaines, au contact des enfants victimes et au contact des délinquants sexuels, on a une poignée de professionnels qui se disent... en fait, non, on peut faire quelque chose. Donc d'abord, du côté des enfants, on va redécouvrir le traumatisme de l'enfant, c'est-à-dire qu'on va réinterpréter les symptômes. Et on va se rendre compte que
Alors, il y a plusieurs facteurs qui favorisent ça. Il y a une libération de la parole sur la sexualité. On commence à mieux saisir les traumatismes de guerre, par exemple. Et par analogie, on va comprendre que les grands traumatisés de guerre, en fait, ont des symptômes qui peuvent ressembler à des symptômes qu'on a aussi chez des traumatisés sur le plan sexuel. Et donc, peut-être que, en fait, c'est le symptôme de quelque chose qui ne va pas, plutôt que le signe qu'on a un enfant pervers devant soi. Et donc, petit à petit, on a un paradigme alternatif qui va se développer, c'est-à-dire un paradigme du soin. On va apprendre à lire le symptôme chez l'enfant et on va apprendre à l'écouter. On va inventer de nouvelles pratiques pour pouvoir écouter cet enfant qui a été abusé sexuellement. Du côté des délinquants sexuels, même chose. On s'aperçoit, alors d'abord les pionniers, c'est à Montréal que ça se passe, c'est chez les Canadiens. Il y a une structure qui développe le soin aux délinquants sexuels. Alors normalement, il faut qu'il y ait une demande de soins pour que la thérapie puisse fonctionner, etc. Les délinquants sexuels n'ont jamais cette demande de soins. Mais en fait, quand il y a injonction de soins, on se rend compte que le soin peut être possible et que petit à petit, on arrive à faire rentrer ces délinquants sexuels qui étaient vus au départ comme incurables, on arrive petit à petit à les faire rentrer dans une démarche de soins. Et même si ce n'est pas eux qui en ont fait la demande au départ, même si elle leur a été imposée de l'extérieur, on obtient des résultats et on peut petit à petit les amener à changer. Et donc, on va aussi développer de nouvelles pratiques. Et donc, on passe d'un paradigme de la perversion à un paradigme du soin. Alors, pourquoi c'est important? Parce que vous allez me dire, mais c'est dans le milieu des professionnels. Parce qu'à partir du moment où, dans le milieu qui traite du problème, sur le plan médical, psychothérapeutique, etc., on dit que le traitement est possible, ça veut dire que les politiques peuvent s'en saisir et dire « Ah, si c'est possible, alors on a peut-être une solution pour répondre au problème ». Et donc, cette évolution, elle est importante aussi parce que du coup, ça va avoir une influence sur le traitement politique qu'on va envisager. Donc ça, c'est pour les évolutions de long terme. Il y a aussi des évolutions de moyen terme, c'est-à-dire que toutes ces évolutions-là que je viens de vous présenter, elles ne sont pas désincarnées, elles ne volent pas en l'air comme ça, elles sont portées par des acteurs. Alors ça se voit plus quand je viens de présenter là les professionnels de la psyché, parce que là je vous ai parlé directement de ces acteurs qui font le changement. Mais de façon générale, en fait, pour que le problème émerge, c'est qu'il y a des acteurs qui se sont mobilisés. Alors je vous l'ai dit, dans les années 80, c'est plutôt les militantes féministes avec les professionnels qui travaillent au contact des enfants victimes, qui vont trouver un relais de ministres femmes au gouvernement. Dans les années 90, c'est plutôt les associations de protection de l'enfance, les associations de victimes, qui vont travailler avec les professionnels qui travaillent au contact des délinquants sexuels et qui vont trouver un écho dans le gouvernement auprès des ministères importants. Parce que, je vais l'expliquer après avec le facteur de court terme, il y a des choses qui se passent dans les années 90 qui font que c'est important de prendre des décisions sur le sujet à ce moment-là. Et donc, comment ça se passe? Ces acteurs-là, pour se mobiliser, généralement, ils font évoluer les cadres d'interprétation. C'est-à-dire que les militantes féministes, je vous l'ai dit, elles commencent par le viol des femmes, et puis elles font évoluer leur combat pour prendre en charge le viol des enfants. Dans les années 90, les associations de protection de l'enfance, généralement, elles font un détour par le tourisme sexuel en Asie, puisqu'il y a une grande campagne qui existe, ECPAT, sur mettre fin au tourisme sexuel en Asie. Puis les associations françaises se disent, mais si nous, on a des Français qui partent en Asie pour faire du tourisme sexuel, peut-être qu'ils commettent aussi des abus sexuels sur notre propre territoire. Et donc, ils arrivent à la question de la pédophilie aussi en faisant un détour par autre chose. Et donc, petit à petit, on modifie les cadres d'interprétation pour prendre en charge cette question des abus sexuels sur mineurs sur le territoire national. Et donc, ces acteurs vont se mobiliser. Alors, le terme jargonnant en sciences politiques, c'est les répertoires d'action. Alors, d'abord, ils vont utiliser des répertoires d'action privés ou captés, c'est-à-dire qu'ils vont en partie prendre en charge le problème eux-mêmes. Dans les années 80, avant qu'on les écoute, les féministes, elles ont mis en place des cellules d'accueil pour les femmes qui ont été abusées sexuellement. On va mettre en place des formations pour les professionnels sans passer forcément par l'État. Et puis, il y a aussi des répertoires d'action où on va essayer d'obtenir l'aide des acteurs politiques. Et donc, dans ces cas-là, on va faire appel aux acteurs politiques, soit de manière feutrée, donc là, c'est tout ce qui est démarchage, lobbying, on envoie des courriers, on essaie de rencontrer informellement les acteurs. Et puis on peut aussi avoir des répertoires d'action plus bruyants ou protestataires. On organise des gros colloques, on fait du bruit, on publie des choses. Et évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est la Marche Blanche dans le cas de la Belgique. Bon, là, je parle de la France, mais comme j'ai comparé avec la Belgique et l'Angleterre, dans le cas belge, c'est effectivement la grande organisation de la Marche Blanche où voilà, 300 000 Belges sont descendus dans la rue pour réclamer que quelque chose soit fait en matière de protection de l'enfance et pour protéger les enfants. Et ces acteurs sont en réseau, j'ai commencé déjà à le dire, c'est-à-dire que entre eux, ah bon, vous avez ça. Par exemple, les parents victimes veulent trouver des solutions et donc vont, eux, contacter les professionnels qui travaillent au contact des délinquants sexuels. Ah, alors c'est possible, il y a des solutions et ensemble, ils vont porter le problème devant la scène politique. Et enfin, des variables de court terme.
C'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y a 2 phases d'émergence, les années 80 et les années 90, mais s'il y a une date à retenir pour la pédophilie, c'est 1996. Pourquoi? Parce qu'en 96, il y a vraiment un temps très court de l'émergence qui est l'année 96 et surtout l'été 96, parce qu'on a la conjonction de plusieurs éléments qui font que, c'est ce qu'on appelle l'ouverture d'une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a 2 grands événements qui se télescopent en août 96. Il y a d'abord l'éclatement de l'affaire Dutroux en Belgique, et bon, la Belgique c'est pas loin, donc ça a occupé beaucoup aussi la vie médiatique française pendant cette période-là. Et août 96, c'est aussi la date où a lieu le grand congrès international de Stockholm pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Donc la lutte contre le tourisme sexuel. Et la conjonction de ces 2 événements fait qu'il y a une plus grande réceptivité des acteurs politiques sur ces questions-là, et entre la pression de l'opinion publique, la couverture médiatique, la mobilisation de tous les acteurs de l'émergence dont je vous parle depuis tout à l'heure, il y a une fenêtre d'opportunité pour faire passer des réformes importantes sur le sujet. Et donc c'est par exemple la loi de juin 98 en France, voilà, qui commence à être élaborée juste après l'affaire Dutroux en août 96. Bon, entre-temps, il y a eu un petit remaniement, un petit changement de gouvernement, mais la loi, elle continue, on en retrouve quasiment la même entre la majorité de gauche et la majorité de droite, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment une conséquence de cette émergence en 1996, et ça, c'est le temps court de l'émergence. Voilà, j'espère que ça va, je ne parle pas trop vite. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a des divergences entre la France et les 2 autres pays que j'ai étudiés? Alors en fait, non. Et c'est un des grands résultats de mon travail de recherche. Alors, il faut quand même que je précise, il n'y a pas de divergence sur la façon dont ça émerge. C'est-à-dire que moi, vraiment, mon questionnement, c'était sur l'émergence du problème, quand est-ce que c'est inscrit à l'agenda. Et justement, le grand résultat de ma thèse, c'est que on a des pays différents et ça émerge exactement de la même façon et au même moment et avec les mêmes acteurs. Et d'ailleurs, le titre original de ma thèse, au départ, c'était « Convergence inattendue » parce que j'avais choisi des pays justement différents volontairement. Donc sur le plan institutionnel, l'Angleterre, c'est l'opposé de la France et de la Belgique, à la fois dans le domaine pénal et dans le domaine de la protection de l'enfance. Donc sur le plan pénal, la France et la Belgique sont des pays de code, l'Angleterre est un pays de common law qui fonctionne avec la jurisprudence, etc. Et sur le plan de la protection de l'enfance, le système anglais est beaucoup plus libéral et dans les typologies de sciences politiques, de sciences sociales, on dit que la France et la Belgique appartiennent aux catégories des corporatistes conservateurs, donc avec des modes de fonctionnement très différents. Et les chercheurs qui avaient travaillé d'un point de vue institutionnaliste, prédisait que le problème devait émerger d'abord en Angleterre. Parce que le pays étant plus libéral, plus individualiste, on aurait dû entendre beaucoup plus rapidement, en fait, l'enfant, au lieu de la famille. C'est-à-dire qu'il y a moins le filtre de la famille qui vient occulter ce qui se passe pour l'enfant. Or, le résultat que moi je montre, c'est que pas du tout, en fait. Il n'y a pas du tout de priorité d'émergence anticipée en Angleterre. Au contraire, ça se passe exactement au même moment dans les 3 pays. Juste une dernière chose, pourquoi j'avais choisi, parce que du coup la Belgique et la France, c'est 2 pays qui appartiennent aux mêmes catégories, mais parce que sur le plan politique, après avoir travaillé sur la Belgique, quand on entend les acteurs belges, c'était toujours l'exceptionnalité belge. C'est-à-dire qu'il y a l'affaire Dutroux, donc en Belgique on explique tout avec l'affaire Dutroux, et donc l'intérêt de prendre la Belgique dans la comparaison, c'était de dire aussi, bon, il y a peut-être l'affaire Dutroux, mais en l'occurrence ça se passe quand même de la même façon dans les autres pays, donc il n'y a pas une si grande exceptionnalité belge, même si effectivement ils ont l'affaire Dutroux. Et donc, on a les mêmes processus d'émergence, c'est-à-dire que c'est le même problème qui émerge dans les 3 pays. D'abord l'inceste dans les années 80, la pédophilie dans les années 90. C'est les mêmes acteurs, les féministes dans les années 80, les associations de protection de l'enfance et les familles de victimes dans les années 90. Ça se fait de la même façon avec les mêmes discours féministes dans les années 80, récits sur la récidive des délinquants sexuels dans les années 90. Et donc, que ce soit le quoi, le par qui, le comment ou le quand, on a exactement les mêmes éléments dans les 3 pays. Donc c'est ce que j'ai appelé de la convergence transnationale. Et pour expliquer cette convergence, il y a 2 grands facteurs qui permettent de la comprendre. D'abord, il y a ce que je vous ai mentionné tout à l'heure sur les institutions internationales, ces grands textes internationaux qui existent de manière identique pour tous les pays et qui créent des cadres légitimes d'action identiques et donc où les États vont pouvoir effectivement piocher des recommandations et donc agir de la même façon. Et puis surtout, c'est que les acteurs de l'émergence sont intégrés internationalement et transnationalement. C'est-à-dire que les féministes, les familles de victimes, les associations de protection de l'enfance, les professionnels de la psyché, tous ces acteurs-là, en fait, existent et sont en contact transnationalement. Alors,
il y a plusieurs degrés d'ouverture à l'international. Certains acteurs vont simplement se limiter à lire les travaux de leurs collègues étrangers. Mais ça peut aller plus loin. Ça peut être des contacts informels. Par exemple, très vite, les parents belges dans l'affaire Dutroux vont prendre contact avec les associations de victimes qui existaient déjà en France à la fin des années 80. Ils vont participer dans des congrès internationaux. Les congrès internationaux de protection de l'enfance, on a des associations de plusieurs pays qui participent. On a des congrès internationaux de féministes. On a des congrès internationaux de professionnels de la psyché. Et parfois, ça va même plus loin, on a carrément des associations internationales. Dans le cas des professionnels de la psyché, on a des grandes associations internationales qui regroupent tous les psy qui travaillent au contact des délinquants sexuels. Et c'est important, pourquoi ? Parce qu'en fait, ces acteurs en réseau, ça va faire circuler les idées, ça va faire circuler les cadres d'interprétation, ça va faire circuler la façon qu'on a de voir le problème et de vouloir le traiter. Ça va faire circuler les solutions qu'on peut envisager pour répondre au problème. Et c'est effectivement ces liens transnationaux, cette communication transnationale qui permet d'expliquer la convergence constatée. Alors, après, dans les solutions retenues, on va retrouver des petites différences parce qu'effectivement, de nouveau, les systèmes institutionnels différents vont produire des solutions un peu différentes. C'est-à-dire que si on a des éléments communs, par exemple les régimes d'interdiction, l'interdiction d'aller dans un parc où il y a des enfants, ça va être adopté dans les 3 pays. Mais par contre, alors qu'en France et en Belgique, on va mettre en place, alors en Belgique c'est la guidance des délinquants sexuels, en France ça va être le suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels, en Angleterre on va préférer le registre, le fichier des délinquants sexuels, c'est-à-dire que ensuite, pour lutter contre la récidive, ils vont pas forcément adopter exactement les mêmes mesures, mais en tout cas, il y a la même philosophie derrière, il y a la même façon de voir le problème. Alors, est-ce qu'il y a des différences d'approche entre l'inceste et les abus sexuels sur mineurs commis par des adultes dans le cadre de leur métier ou de leur fonction ? Alors, comme il y a 2 temps de l'émergence distincts, pardon, à vos souhaits alors. Non, il y a pas de problème. Comme il y a 2 temps distincts de l'émergence et 2 façons différentes de voir le problème, en fait, ça va déterminer le traitement politique qu'on va avoir du problème. C'est-à-dire que dans les années 90, quand on se focalise sur la seule pédophilie et sur la récidive des délinquants sexuels, on va finalement évacuer toute une partie des abus sexuels sur mineurs. Et ça se voit du coup dans les solutions qu'on prend en charge. C'est-à-dire que quand on décide, et là je reprends, c'est des éléments qui ont été soulignés par les militantes de la première heure, donc notamment les militantes féministes, qui ont dit mais si vous vous intéressez seulement à la pédophilie, ça veut dire que vous oubliez les pères incestueux. C'est-à-dire que du coup, dans les décisions qui sont prises et dans les solutions qui sont adoptées, en fait, on s'occupe seulement des délinquants sexuels qui sont les stranger danger qui attaquent les enfants et qu'on ne connaît pas. Mais quand c'est des gens qu'on connaît, quand c'est les pères, on fait comment ? Comment on peut empêcher un père d'aller fréquenter ? C'est-à-dire qu'il y a une contradiction du coup entre les solutions qu'on préconise, c'est-à-dire par exemple des régimes d'interdiction, vous n'avez pas le droit d'aller dans un parc où il y a des enfants, et ce qu'on pratique dans l'aide sociale à l'enfance, où on essaie au contraire de toujours maintenir le lien avec l'enfant, même en cas d'inceste. Alors, ça dépend des pays, ça dépend des philosophies, mais en tout cas, le traitement du problème n'est pas le même. Et c'est là qu'il y a une différence de traitement. C'est-à-dire que la façon qu'on a de qualifier le problème va induire des solutions qui ne vont pas forcément s'adapter à tout le problème. Et donc, quand on fait émerger seulement la pédophilie et les abus sexuels perpétrés par des gens étrangers que les enfants ne connaissent pas, eh ben on n'aura pas forcément les mêmes solutions politiques que si on s'intéresse aux abus sexuels dans leur ensemble, c'est-à-dire aussi l'inceste et les abus sexuels perpétrés par les gens connus de l'enfant victime. Alors, mauvaise nouvelle, je ne travaille plus sur le sujet, je suis désolée. En fait, c'était un peu difficile pour moi d'être toujours Madame Pédophilie, parce que c'était un petit peu pesant parfois. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une histoire sordide, c'était « Ah, j'ai pensé à toi ». Bon, c'est gentil de penser à moi pour ça. Non, et puis c'est surtout que j'ai eu l'occasion de travailler ensuite sur d'autres sujets. Actuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille sur les réponses gouvernementales aux attentats, donc rien à voir, sauf que je travaille en fait sur les réponses symboliques. Et dans les réponses symboliques, il y a toute la question de comment on qualifie, toujours. C'est-à-dire quel récit on fait
alors des attentats, maintenant que je travaille sur les attentats, mais ça rejoint cette question de la qualification que j'ai mentionnée avant, c'est-à-dire que ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la façon dont un problème va émerger, la façon qu'on a de le définir, va déterminer grandement les solutions politiques qu'on va adopter ensuite. Et donc, si on continue à se focaliser seulement sur les délinquants sexuels qui récidivent, on passe à côté de toute une partie du problème. Alors, du coup, je travaille plus là-dessus, donc je suis seulement en tant que citoyenne les évolutions comme ça dans la presse. Je l'ai plus analysé de près, donc je vais pas m'avancer et vous dire n'importe quoi parce que je me sens pas légitime pour parler en dehors de ce que j'ai vraiment fait dans le cadre de ma thèse. Mais par exemple, actuellement, je vis en Italie. Il y a un débat en ce moment en Italie sur l'importance d'avoir recours à une camisole chimique pour les délinquants sexuels. Et je me dis, mais en fait, on n'a pas avancé depuis les années 90. On est toujours sur comment on lutte contre la récidive. Or, avant de lutter contre la récidive, il faudrait déjà réfléchir à comment on pourrait faire pour éviter le problème. Alors du coup, j'étais contente de voir que le titre de la mission, il y avait prévention dedans. Alors le problème, c'est que des fois, l'intitulé suffit pas, parce que la loi de 98, il y avait aussi la prévention et la répression des infractions sexuelles. Dans les faits, la prévention, elle n'était pas très présente. Et donc, du coup, j'ai pas vu de bonnes pratiques à l'étranger que je pourrais conseiller. Mais moi, vraiment, je suis frappée par je dirais pas l'absence, parce qu'il y a quand même des choses qui sont faites, mais je reste frappée par ce discours que les parents tiennent toujours à leur enfant, ne parle pas à un inconnu dans la rue, alors que statistiquement, on devrait lui dire attention à tonton au repas de Noël, quoi. Enfin, non, mais je caricature, mais en fait, je crois que le vrai problème, il est là, et que peut-être ce qui manque, c'est une vraie politique de prévention en profondeur sur apprendre aux enfants qu'on ne doit pas toucher à leur corps, qu'ils doivent pouvoir mettre des limites, qu'il y a des cas précis où un médecin a le droit de l'ausculter, par exemple, mais qu'il y a des limites qui ne doivent pas être franchies. Alors je sais que dans certaines régions, c'est fait, parce que j'ai des collègues qui sont professeurs des écoles et qui m'ont dit si, dans mon école, on a vraiment une formation, mais je suis pas sûre que ce soit le cas partout et que ce soit systématique et que ce soit là-dessus qu'on mette l'accent. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Merci. Merci beaucoup de cette présentation de votre travail. Moi, j'avais une question avant de passer la parole au rapporteur. C'était par rapport, quand vous avez fait cette étude d'évolution de la façon dont les politiques publiques s'en emparent, est-ce que vous avez eu un regard sur cette période un peu, parce que quand on a revu le film L'enfance volée, on a vu cette période un peu post-68 où il y avait ces émissions, une émission d'apostrophe, où il y avait une forme de gens qui expliquaient que non, la sexualité avec des enfants, c'était bien, ça correspondait à... Est-ce que vous avez vu ça un peu? Ce qu'est maintenant une émission qu'on ne pourrait plus voir, quoi, vous voyez ce que non, alors je l'ai vu... Alors, ce qu'il y a, c'est que quand moi j'ai commencé ma thèse, c'était, que je vous dise pas, au début des années 2000, et on était déjà beaucoup dans la dénonciation, dans le scandale, et du coup, quand on me le mentionnait, c'était toujours quelque chose d'honteux. Donc effectivement, c'était vraiment dans le registre de la dénonciation. Donc c'était pas... Oui, vous êtes passé après cette période. Oui, complètement. Et comme du coup j'ai travaillé sur... Alors c'est intéressant parce que en fait, le discours de la libération de la parole sur la sexualité, la libération des mœurs, ça a été à double tranchant, parce que ça a à la fois justifié des comportements qui sont aujourd'hui condamnés, heureusement, mais en même temps, cette libération de la parole et cette libération des mœurs, c'est aussi ce qui a permis, à contrario, d'envisager aussi de prendre en charge la sexualité déviante, d'entendre que l'enfant qui avait ces symptômes-là, c'était des symptômes justement d'un trauma sexuel et pas un comportement pervers. Donc voilà, mais effectivement, j'ai travaillé dessus trop tard pour que ce soit un discours. Il était déjà complètement refoulé, rejeté, voilà, condamné. Oui, il nous a semblé au fil des auditions important de recevoir l'Association des maires de France, parce que les communes sont concernées par l'accueil des enfants, des adolescents, que ce soit dans le cadre des activités de loisirs ou culturelles, mais aussi par la présence des personnels municipaux dans les écoles, ou encore du fonctionnement des structures de garde pour la petite enfance. Et on a parfois eu l'impression au fil des auditions que les élus municipaux n'étaient pas toujours forcément suffisamment informés des possibilités qui leur sont ouvertes en matière de prévention des abus sexuels et par exemple de la possibilité de contrôler certains fichiers au moment du recrutement des personnels qui sont placés au contact des jeunes. Et il nous semble important que l'AMF puisse jouer aussi ce rôle de sensibilisation
des élus à un enjeu auquel les familles sont de plus en plus sensibles. Et on a des cas, Michel Meunier, rapporteur là dans son département de Loire-Atlantique, moi je l'ai dans le cas de ma propre commune en Maine-et-Loire, toi c'est dans une école, mais moi c'est dans le cas d'un recrutement d'un animateur jeunesse qui a commis des abus et qui est incarcéré actuellement pour des violences sexuelles sur des adolescents dans le cadre du club de basket où il était bénévole, mais qui avait été condamné il y a quelques années et la mairie n'a jamais su qu'il y avait eu une condamnation et pourtant elle avait sollicité les renseignements adéquats pour le recrutement du personnel. Donc on aimerait avoir le sentiment de l'AMF et puis aussi bien sûr votre regard à vous qui êtes maire d'une grande commune. Comment vous voyez les choses et comment justement l'AMF et les élus communaux peuvent participer à ce maillage et tout ce qui peut tourner autour de l'enfant pour protéger l'enfant, à la fois de repérage des enfants fragilisés, mais aussi comment on peut repérer les personnes qui peuvent être des dangers pour les enfants et comment vous voyez le rôle des communes et aussi les souhaits que vous avez d'amélioration de certaines procédures. Donc on vous a envoyé un questionnaire, hein, donc Marie Mercier est co-rapporteure du texte avec Michel Meunier. Marie Mercier a fait un travail en 2018 sur justement les violences sexuelles sur mineurs avant qu'elle soit rapporteure de la loi Schiappa. Et Michel Meunier connaît bien la protection de l'enfance puisqu'elle a beaucoup travaillé sur ces textes-ci, membre de la commission des affaires sociales, et notre collègue Dominique Verrien à la commission culture et a dû nous quitter un peu plus tôt que prévu. Donc voilà, je vous laisse la parole. Vous avez eu un questionnaire. Donc vous faites l'audition comme vous le sentez. Hein, c'est pas forcément une réponse question par question, mais plus un peu présenter un peu votre vision des choses. Et puis après, on pourra échanger avec les rapporteurs et nos collègues sénatrices et sénateurs ici présents. Merci. Merci d'avoir d'abord sollicité l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité sur cette question. Je suis également coprésidente de la commission éducation, donc c'est vrai qu'en dehors du bureau exécutif, le travail dans la commission éducation, mais c'est un sujet transverse, vous l'avez souligné, nous importe. Inquiète les élus, je ne sais pas si la question inquiète les élus, mais ce qui est sûr, c'est, et vous l'avez fort bien dit, il y a la perception probablement d'un déficit d'information sur ce qui est possible en termes d'information. Donc, la transversalité du sujet fait qu'il y a évidemment plusieurs entrées, et si je résume, parce que c'est aussi le sujet des fichiers S, il y a deux positions relativement clivantes. Pardon. Il y a deux positions relativement clivantes. Il y a d'un côté les élus qui considèrent qu'ils doivent avoir accès, envers et contre tout, je serais tentée de dire cela, parce qu'ils sont convaincus que plus ils ont d'informations et plus ils sont en mesure de maîtriser ce qui se passe sur leur territoire. Et puis, il y a une autre part d'élus qui, elles, considèrent qu'une information ne vaut que pour ce que l'on en fait et ce que l'on peut en faire. Et que ça n'est pas parce qu'on a l'information qu'on maîtrise ce qui se passe sur le territoire, bien au contraire. Il peut arriver que lorsqu'on a l'information et qu'on n'a pas la main, qu'on n'a pas la maîtrise de ce que l'on fait de cette information, eh bien, il peut y avoir un effet boomerang tout à fait dommageable pour l'élu, bien entendu, mais aussi pour la responsabilité de l'élu en termes de tranquillité publique. C'est-à-dire qu'on peut avoir un effet boomerang des administrés ou, s'il s'agit de fonctionnaires publics territoriaux, des fonctionnaires publics territoriaux, des responsables du personnel, etc. Voilà en gros le paysage si on le prend de façon très large. Les élus qui souhaitent avoir accès aux informations
sont parfois, je dois le dire, sous l'emprise de la dictature de l'émotion. Vous vous souvenez, je cherche le nom de la commune qui avait réouvert le débat, commune dans laquelle dans la Meuse, je crois, département de la Meuse, si je me souviens bien, dans lequel il y avait eu un viol de mineurs, donc, et le maire avait déploré ne pas avoir eu accès à l'information. Alors il y a deux choses, il y a la dictature de l'émotion d'abord, dont il faut évidemment beaucoup se méfier et dont il faut se prémunir. Et puis ensuite, il y a cet élu qui considérait que sans doute aurait-il fallu pour lui avoir accès aux informations qui ne lui avaient pas été données. Et on rentre à ce moment-là dans ce fameux fichier. Ça change quoi d'avoir l'information? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que est-ce qu'on doit avoir l'information en amont? Et si on doit avoir l'information en amont, à quel degré d'amont doit-on avoir l'information? Puisque l'on sait que l'on a l'information a posteriori, en revanche. Quand un maire, quand sur sa commune il se passe un événement grave, dans ma commune il y a eu un assassinat il y a quelques jours, le maire doit être mis au courant, c'est la loi qui le dit, et en général, je dis bien en général, du reste, en général, il est mis au courant. Mais en amont, ça ouvre plein de questions. Est-ce qu'on doit avoir un système américanisé, avoir accès donc à un fichier jusqu'à la pointure des chaussures de l'individu qui a déjà été condamné et qui a payé son tribut, qui a rempli sa peine, et qui, on voit dans certains États, aux États-Unis, des personnes qui ont été pénalement punies pour avoir commis des infractions à caractère sexuel, qui sont ghettoisées dans un quartier d'une ville et dont les déplacements sont examinés à la loupe. Quand je décris cela, on voit bien le problème qui est en filigrane, c'est-à-dire que est-ce que ça veut dire qu'il est de la tranquillité publique, de l'ordre public, que de stigmatiser pour la suite, la totalité de la vie, celui qui a commis une infraction, de quelque nature que ce soit. Et donc, une infraction sexuelle particulièrement, et encore plus particulièrement sur les mineurs. Ça ouvre cette question beaucoup plus large sur le traitement pénal, finalement. Est-ce que le fait d'avoir fait 10 ans de prison ne suffit pas? Est-ce qu'au-delà de ces 10 ans de prison, eh bien, il faut que la personne soit marquée au fer rouge? Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Mais je vous dis juste simplement que c'est une question qu'il faut poser, puisque ça voudrait dire que le maire aurait accès au fichier de tous ceux qui auraient été emprisonnés pour des délits d'ordre sexuel sur des mineurs. Deuxième réflexion que cela m'inspire, c'est que pourquoi faire? Une fois qu'il a l'information, imaginons, une fois qu'on a l'information, on en fait quoi? On fait de la prévention, type quartier États-Unis que je décrivais tout à l'heure. On est en alerte permanente. On est en incapacité, le maire était évidemment en incapacité totale de suivre au quotidien le délinquant une fois qu'il a subi sa peine et qu'il se retrouve dans la nature, qui est en mesure de le suivre. Ça n'est pas ni le fonctionnement de notre société, ni le fonctionnement de la loi, ni le fonctionnement de la collectivité, enfin bref. Donc, ça voudrait dire que cette information, il l'aurait par devers lui au cas où. Et qu'ensuite, ce serait une course de vitesse. C'est-à-dire que dans une collectivité, un dimanche soir, on apprend qu'un petit garçon dans les vestiaires du foot a subi des attouchements sexuels. Et à ce moment-là, le maire se dit, quand il apprend la triste et funeste nouvelle, le maire se dit « Ah, mais c'est vrai, je n'oublie pas qu'un tel et un tel sont inscrits au fichier, que j'en ai la connaissance. » Et naturellement, je fais une association d'idées dont chacun s'accordera à dire qu'elle peut être hasardeuse. Donc, vous comprenez bien que la position de l'association des maires est
plus que prudente sur le sujet, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire avoir accès aux fichiers, c'est une chose, traiter l'information, c'en est une autre, se servir de l'information, c'en est une autre. Cependant, évidemment, il y a une réserve à ce que je viens de dire. Cependant, le maire est plus que tout autre soucieux de la tranquillité publique, et particulièrement concernant ses administrés les plus fragiles, les plus anciens et les plus jeunes, et donc les mineurs. Et il est confronté régulièrement à des situations où il se sent relativement démuni. Concernant l'agression ou la possible agression d'un adulte à l'encontre d'un mineur hors fonction publique territoriale. Je pense avoir répondu, il n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne chose aux yeux des maires de France que la connaissance précise de l'inscription au fichier soit donnée aux élus. D'ailleurs, soit dit en passant, je n'ai pas parlé de confidentialité, mais il y a évidemment également le sujet de la confidentialité. Est-ce que c'est le maire seul? Est-ce que c'est l'adjoint aux affaires sociales? Alors, je connais l'argument de nos collègues qui disent « nous sommes officiers de police judiciaire et à ce titre, nous devrions pouvoir y avoir accès ». La position de l'AMF est plus que réservée sur ce sujet. Le deuxième sujet est évidemment celui concernant des personnels, soit fonctionnaires publics territoriaux, soit ayant de près ou de loin affaire aux structures municipales et donc en contact avec des enfants. Alors là, le sujet, il est tout à fait différent, bien sûr. Ce sujet-là, il est complètement différent. Ça me semblait important d'évacuer le premier sujet. Parce que là, il y a plusieurs degrés, en quelque sorte, il y a plusieurs strates. Lorsque nous recrutons, par exemple, un animateur scolaire, nous vérifions que son casier judiciaire est vierge. C'est la démarche systématique. Et donc, nous avons les moyens, sans consulter ce fichier, d'écarter, puisque par nature, son casier ne sera pas vierge, nous pouvons l'écarter. C'est une démarche, je pense pouvoir dire, systématique. Le sujet est plus compliqué pour un personnel qui est primo-délinquant au sein de notre collectivité. Et sur les personnels, prenons un jardinier qui se livrerait à des faits délictueux dans un jardin public, par exemple. Parce que ce jardinier, il ne rentre pas dans la catégorie de personnel sur lesquels nous allons avoir une vigilance particulière. Nous demandons, enfin dans ma collectivité par exemple, on demande un extrait de casier judiciaire cependant. Mais on peut imaginer que la vigilance soit moindre concernant des personnels intervenant sur des sujets qui ne sont pas des sujets liés à l'enfance, liés à l'animation scolaire, liés au pôle petite enfance, liés au centre communal d'action sociale, etc. Et pourtant, ce jardinier, il peut tout à fait être dans une situation délinquante. Donc là, c'est beaucoup plus embêtant. Et pour le coup, si la question se pose de savoir est-ce que lorsque je recrute un jardinier, je dois pouvoir vérifier au fichier s'il est inscrit au registre des délinquants, je pense que la réponse est dans la question. Pour le coup, ça poserait véritablement un problème. Je me dois vous signaler, même si c'est passé maintenant, que dans le cadre, enfin encore qu'il y ait quelques communes qui l'aient préservé, mais dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, nous avons eu ce sujet. Ça a été un vrai sujet. Parce que là aussi, nous avons eu une opération à tiroir. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, nous recrutions des animateurs.
ces animateurs, nous les recrutions, ou bien les collectivités déléguaient à une association, par sous-traitance en quelque sorte, le soin de recruter des animateurs. Et là, pour le coup, nous n'avions pas la main sur ce qu'étaient ces gens. Et nous avons eu quelques cas, alors non pas de délinquants sexuels, mais nous avons eu quelques cas de personnes appartenant, d'animateurs, donc recrutés par une association sous-traitante, de personnes appartenant à des sectes. Voilà. Dans le cadre d'un module yoga ou je ne sais quoi, la personne qui était recrutée, en vérité, appartenait à une secte. Et je me souviens en particulier d'un exemple où c'est le parent d'élève qui avait trouvé un petit peu bizarre ce que lui racontait son enfant et avait fait des recherches et donc avait signalé. Mais la collectivité, alors, elle avait péché par omission d'une certaine façon, mais elle ne pouvait pas savoir ce qu'elle n'avait pas eu à vérifier puisqu'elle avait délégué à une grosse association le soin elle avait subdélégué en quelque sorte le recrutement. Voilà. Donc sur le cas de mon jardinier de tout à l'heure, c'est un cas que nous avons eu dans une collectivité où on s'est rendu compte qu'il avait été condamné au pénal pour des faits de pédophilie à 5 ans de prison. D'accord ? Et ce qui suit est intéressant, parce que le maire a saisi le conseil de discipline, suivant la voie habituelle. Le conseil de discipline a rendu un avis défavorable sur la radiation. Il a proposé une exclusion de fonction de 3 ans au motif que l'infraction n'était pas en lien avec les fonctions exercées par l'agent. Et à sa sortie de prison et après les 3 ans d'exclusion, le juge d'application des peines a interdit à l'agent d'exercer ses fonctions à moins de 500 mètres d'un lieu accueillant des enfants. Or, les locaux techniques jouxtaient l'école, comme souvent c'est le cas. La commune comptait, je vous donne le détail, la commune compte 3 agents, et donc il a été impossible au maire de reclasser cet agent sur un autre poste, ni même de déménager les locaux techniques. Donc le maire s'est retrouvé sur les bras, si on peut parler ainsi, avec un agent qu'il ne pouvait pas faire travailler, et qu'il était obligé de faire travailler cependant. C'est-à-dire que moralement, il ne pouvait pas le faire travailler, et administrativement, il avait l'obligation de le faire. Il n'a donc pas il n'a pas voulu engager sa responsabilité, et si on connaît la formule, il l'a placé en maladie. Donc l'agent s'est retrouvé en maladie après avoir accepté de consulter son médecin. C'est-à-dire que l'agent aurait pu refuser de consulter le médecin. Dans le même temps, le maire est intervenu auprès du juge d'application des peines pour lui expliquer la difficulté dans laquelle il se trouvait en tant qu'employeur, puisque le danger n'était pas sur 500 mètres au demeurant, mais sur l'ensemble du territoire communal, pour ce qui était du maire et peut-être même au-delà. Et à ce moment-là, le juge d'application des peines a pris une décision qui interdisait l'exercice des fonctions sur l'ensemble du territoire. Et par conséquent, on a un agent de l'ombre, c'est-à-dire qui n'exerce plus, mais qui reste l'employé du maire, qui reste l'employeur. Donc, évidemment, ça nous interroge sur la lutte contre les infractions sexuelles uniquement aux agents publics, dont les fonctions prévoient un contact avec les mineurs. En vérité, je pense qu'il serait bienvenu que cette lutte soit élargie à l'ensemble des agents publics. Je vous donne un autre exemple d'une autre nature. C'est un agent du pôle petite enfance, donc là en contact avec les enfants, qui, à la suite de témoignages de collègues de travail, est dénoncé pour avoir des comportements inappropriés envers des enfants. Alors là, la difficulté était double parce que l'agent était une femme et qu'il y a encore un tabou, je crois, sur les délits à caractère sexuel dont les auteurs sont des femmes concernant des enfants. Point de vue tout à fait personnel qui n'engage pas l'AMF, je pense que c'est un sujet, comme on dit. C'est quelque chose sur quoi on doit se pencher. Oui. Voilà. Mais n'empêche,
Si on concentre ces 2%, par exemple, dans un pôle petite enfance, vous avez 98% de personnel féminin. Donc ces 2%, voilà, vous voyez, c'est... Et donc, mesures prises à titre conservatoire, suspension à titre conservatoire pour garantir un minimum de sérénité, au moins dans l'accueil des enfants le lendemain matin. Et puis, suspension donc temporaire, et puis passage en conseil de discipline. Le conseil de discipline est saisi et ne prononce pas l'exclusion définitive. Prononce pas l'exclusion définitive parce que le juge que ce ne sont... que la plainte qui est portée, le signalement au procureur, etc., on doit attendre. Et effectivement, la personne n'est pas condamnée. La personne n'est pas condamnée et il appartient au maire de décider, en accord avec le représentant du personnel, le sort réservé à cette personne dont chacun pouvait s'accorder qu'il était quand même dangereux de la remettre en présence d'enfants. Et il est proposé à la personne de lui donner une formation sur un autre corps de métier et donc de monter un projet professionnel de reconversion en quelque sorte. Ça laisse un goût amer, cependant. Évidemment. Évidemment. Voilà ce que je pouvais vous dire en préambule d'une certaine façon, parce que je préférais répondre à vos questions, sachant que le sujet est tellement transverse. Je vous donne quand même pour terminer un autre exemple. Les maires sont souvent très préoccupés par ce qui se passe dans les associations. Et sans vouloir stigmatiser les associations en particulier, mais les associations sportives ne sont pas parmi les plus saines. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Ce n'est faire insulte à personne. Le sport et le lien social et le courage des associations sportives est immense, et le lien social qu'ils introduisent est immense aussi. Mais il n'empêche qu'on peut noter un certain nombre d'infractions. Et ça, c'est tout à fait occulte, parce que nous mettons à disposition des locaux, nous mettons à disposition quelquefois du personnel, nous mettons à disposition des équipements, nous subventionnons des associations sans avoir du tout de droit de regard sur ce qui se passe vraiment. Et souvent, on apprend les choses par la bande, comme on dit, ou bien a posteriori, si vraiment il y a délit et condamnation. Peut-être y a-t-il quelque chose à fouiller de ce point de vue, au simple motif qu'il s'agit d'argent public. Très bien, merci. Les rapporteurs. Merci Madame pour vos propos. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que je suis nantaise et que sur la métropole de Nantes, il y a un sujet d'actualité concernant une commune de la métropole et un animateur en périscolaire qui est... qui a reconnu être auteur de violences sexuelles. Bref, le maire, mais comme beaucoup d'autres maires, sont en demande d'aide, de conseils. Et donc, il travaille avec son équipe et ses agents à organiser un protocole de repérage, de prévention, d'information, de signalement, enfin voilà. Et donc, est-ce que, au niveau de l'AMF, il y a une volonté de poursuivre ou d'aller dans ce sens, d'offrir aux premiers magistrats des communes, donc quelle que soit la taille des communes, puisque ça peut arriver partout, hein, on l'a vu, c'est ni une histoire de grande ville, de moyenne ville ou de petite commune, et dans tous les secteurs, enfin, vous l'avez fait remarquer. Est-ce qu'il y a en préparation quelque chose de cet ordre-là, d'aider, de process, d'outils à usage donc des élus qui n'ont pas toujours matière à avoir un entourage de techniciens et de spécialistes. Pardon, un petit point de méthode si vous permettez. En général, l'Association des maires de France répond aux demandes qui émanent des maires, ne les précède pas. C'est le fonctionnement habituel, nous le faisons sur un certain nombre de sujets. Lorsque les demandes émanant des commissions sont très fortes, eh bien nous y répondons par des vadémécums, par des guides, etc.
Le sujet que nous abordons aujourd'hui a cette particularité, ça a été dit et répété, mais d'être transverse. Donc d'une certaine façon, je ne dirais pas qu'il est dilué, mais il n'apparaîtra forcément pas très directement à travers une commission. Et par conséquent, j'ai l'intention de proposer au bureau exécutif dont je fais partie l'idée, puisque nous avons les ressources, et vous avez insisté sur un certain nombre de communes qui n'ont pas les ressources. On n'a pas toujours un responsable juridique, on n'a pas... de proposer, alors peut-être pas un vade-mecum, mais en tout cas, que faire en amont, que faire en aval, tout simplement. C'est-à-dire de quoi peut-on se prémunir, quels sont les éléments, les points de vigilance à avoir sans être dans la paranoïa et sans être dans aussi peut-être une suspicion mal intentionnée, parce qu'il faut aussi se méfier beaucoup de cela. Et puis, que faire aussi en amont pour, même psychologiquement, rassurer, parce que c'est vrai que c'est vers le maire qu'on se tourne. Je pense, même dans le cas, par exemple, de l'association sportive, où il y a des faits qui sont dénoncés, on va voir le président d'association, mais on va voir le maire, évidemment. Parce qu'il reste un peu le protecteur, le premier magistrat a cette fonction finalement de protection de la population. Et elle est toujours identifiée comme telle par les administrés lorsqu'ils se sentent en danger. Je pense que ça ne serait pas inutile de mettre, justement pour éviter aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la dictature de l'émotion, de mettre vraiment à froid un protocole de différentes démarches que l'on peut faire et aussi du rappel de ce qui existe. Parce qu'il peut arriver dans certaines communes que je parlais de la nécessité d'informer le maire a posteriori, mais il peut arriver qu'il ne le soit pas. Ça dépend des usages. Ça dépend du capitaine de police qui est d'astreinte. Enfin bref, il peut y avoir un certain nombre de cas particuliers, de façon à ce que chacun puisse s'y référer en situation épidermique par nature et urgente aussi. Parce que nous devons aussi ces réponses. Je pense à un autre exemple qui n'est pas un exemple de délinquant sexuel, mais qui y est associé. Nous avons eu dans notre département, mais je pense aussi dans le 56, d'ailleurs, je pense que ça a été élargi au 56, une rumeur, semble-t-il, peut-être sur la base d'un fait, de tentative d'enlèvement de jeunes filles à la sortie de collège. Les réseaux sociaux qu'il faut absolument intégrer dans nos démarches d'information de la population, les réseaux sociaux se sont emparés de la chose. Pour une des situations, l'enfant a indiqué avoir menti. Pour une autre situation, ça a été déminé très facilement. Pour une troisième situation, il y a un point d'interrogation. Enfin bref, peu importe. Mais ça montre bien que peut-être très en amont, dès qu'il y a l'alerte en quelque sorte, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, dans certaines petites communes, d'ailleurs, le maire n'hésite pas à aller au contact, à la sortie des écoles pour essayer de déminer et de savoir, d'ailleurs, et d'avoir des informations. Et il y a souvent une très bonne collaboration entre les forces de gendarmerie ou de police lorsqu'il y a besoin au moins d'apaiser, je ne dis pas d'enlever l'inquiétude, parce que l'inquiétude, elle peut être fondée, mais au moins d'apaiser et de montrer que les choses sont faites. Et je crois très sincèrement qu'il y a un vrai besoin de la population dans un contexte tourmenté qui est tout sauf apaisé, où tout est très vite épidermique, tout est très vite paroxystique même parfois. Il y a sans doute la nécessité d'accompagner davantage les élus sur des process simples et c'est en tout cas la proposition que je ferai au prochain bureau exécutif. Merci. Marie Mercier, Muriel Jourdain. Merci Madame la Présidente. De nombreuses affaires ont été médiatisées. Ça a été d'ailleurs le point de départ des missions que nous avons menées ici au Sénat.
Il y a différents films aussi qui sont projetés, ce qui nous permet d'aller au contact des élus dans nos départements. À chaque fois que nous faisons une petite conférence ou que nous alertons sur tous ces dangers que peuvent subir nos mineurs, je vois combien les maires sont intéressés quand on leur explique que ça peut arriver dans tous les milieux, dans toutes les communes, absolument partout. Étant donné qu'ils ont à cœur justement la sécurité de leurs administrés, ils se sentent particulièrement en première ligne et je crois qu'ils sont vraiment en demande. Le fait que l'AMF, comme vous l'avez dit, ne joue pas en amont, ne préviennent pas une demande, mais répondent à une demande, je crois que ça fait partie de cette omerta autour de ce sujet des violences sexuelles sur mineurs. C'est pas toujours plaisant de savoir que ça se passe dans nos immeubles, ça se passe tout près de la mairie, ça se passe dans notre école. Donc ne croyez-vous pas, comme vous avez commencé à le dire, que l'AMF pourrait, pour une fois, prendre la main en envoyant à tous les maires ce protocole, en expliquant, voilà, vous allez être face à un enfant qui manifestement subit des violences parce que l'ATSEM l'a repéré, l'ATSEM qui est notre personnel communal, parce que dans une association, éventuellement l'éducateur sportif qui a été mis à disposition, etc., etc. Un processus simple, mais je suis sûre que les maires apprécieraient, parce qu'ils ne vont pas forcément prendre les devants pour ce genre de problème. Ça leur permettrait... évidemment de pouvoir répondre parce qu'on est toujours bien ennuyé, parce qu'on ne sait vraiment pas par quel bout commencer, voir comment nous siégeons au conseil d'école. Il y a toujours un élu qui siège au conseil d'école. Donc ça permet, on a bien vu pendant les nappes, comment nous avons été aussi sollicités. Donc il me semble que l'AMF devrait vraiment prendre les devants en aidant les élus, en aidant les maires. Ça me semble vraiment quelque chose d'indispensable. Quand vous dites on n'a pas à savoir si tel individu a été fiché ou pas, qu'est-ce qu'on ferait de cette information? Quelquefois, bien sûr, mais quelquefois le fait de le savoir, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir une action derrière, mais on le sait. Et ça nous permet juste, éventuellement, d'avoir une surveillance accrue, d'être un petit peu plus à l'écoute et un tout petit peu plus... surveillant les choses, vous voyez, vigilant, voilà, merci, je cherchais le mot, juste vigilant. Il ne s'agit pas de faire de la délation, mais juste le savoir. Quand on apprend en tant que maire dans la presse, parce que souvent les journalistes sont informés avant nous, je parle quand j'étais maire, c'est extrêmement désagréable. Donc je crois que l'AMF a réellement un rôle à jouer dans la prévention et dans l'information des élus. L'idée de ce que vous avez proposé est intéressante, en effet, d'avoir des procédures assez simples que l'association des maires pourrait diffuser ou faire relayer par les associations départementales. Moi, j'avais cette interrogation par rapport aux exemples que vous avez donnés. C'est en effet cette difficulté lorsqu'on est face à un fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Ça doit être la même chose, la fonction publique d'État, voire la fonction publique hospitalière, de faits graves et qui n'entraînent pas de révocation, et on laisse l'employé sur les bras du maire, quoi, qui continue en plus à le payer pour un travail non fait. Donc là, je pense qu'il y aurait vraiment un travail à faire par rapport à ce sujet-là. C'est vrai que on le voit beaucoup, et souvent les peines infligées sont assez faibles par rapport à la gravité de l'acte, et de fait ça crée ces situations tout à fait perturbantes pour le. Lorsqu'au départ vous avez évoqué, j'ai bien entendu ce que vous aviez dit sur en effet tout savoir sur tout citoyen de sa commune, c'est pas l'objet, mais c'est vrai qu'en revanche qu'un maire soit au courant de personnes qu'il ne doit pas mettre au contact avec des enfants par sécurité pour les enfants, même s'il faut travailler aussi sur la non-récidive. Moi, dans le cas que j'ai cité, on était sur quelqu'un qui était bien noté, qui on s'apprêtait à enlever enlever la condamnation du casier judiciaire sur témoignage de la compagne, de l'employeur d'ailleurs, des collègues, du psychiatre. Et puis, deux fois lors de soirées arrosées, c'est là que les choses se sont passées. Donc, vraiment, une levée d'inhibition a fait que...
Et je pense que pour avoir rencontré des élus lors d'un déjeuner en Isère, des femmes élues, j'ai senti qu'il y avait un réel besoin des élus d'être accompagnés sur ce sujet-là. Bon, écoutez, voilà, donc, mais vous nous avez dit que vous alliez en effet le proposer. Et puis la connaissance aussi du 119, la connaissance, les bulletins d'information municipale, à mon sens, sont des bons véhicules d'information parce que tout le monde ne lit pas la presse locale, mais tout le monde lit le bulletin communal. Et ça peut être aussi parce que c'est vraiment autour de l'enfant, parce que c'est compliqué, les messages sont compliqués dans la mesure où l'idée de dire, on l'a vu tout à l'heure, l'idée de dire, il faut tout dire à papa, maman, quand c'est les parents, quand c'est dans la famille que le viol ou que quand on est sur des cas d'inceste, c'est un message qui est compliqué. Donc, il faut vraiment aussi que les personnels qui encadrent des enfants, que ce soit de l'éducation nationale, mais aussi ceux qui sont en contact d'enfants par les personnels communaux et autres, aient ce regard sur les signes pouvant laisser penser qu'un enfant subit des violences, quelles qu'elles soient, hein, mais aussi des violences sexuelles. Donc je pense que quand même la place des maires auprès de leurs employés municipaux, comme l'éducation auprès de ses éducateurs, les fédérations sportives auprès de leurs éducateurs et de leurs bénévoles et autres, est en effet majeure pour que le réseau autour de l'enfant soit le plus protecteur possible. Pas d'autres questions? Ouais, Jean-Pierre Sueur et ensuite Madame Lebrun répond. Vous félicitez, Madame le maire, chers collègues, pour votre discours parce que vous avez commencé par parler des fiches S. Et vous savez, ici, on a fait un rapport sur les fiches S et on s'est opposé aux maires qui demandaient à être destinataires des fiches S. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qui relève de la police, ce qui relève de la justice et ce qui relève du maire. Et que, une fois que le maire aura eu les fiches S, qu'est-ce qu'il va en faire? Et d'autre part, est-ce qu'on ne va pas lui dire un jour, mais puisque vous étiez au courant, s'il se passe quelque chose, que n'avez-vous pas fait quoi? Parce qu'il y a les prérogatives de la justice et il y a celles du maire. Même chose sur les cas de déradicalisation, etc. Est-ce qu'il faut... Bien sûr, le maire, il est au cœur de la population, il connaît. Et dès lors qu'il a connaissance, il doit agir. Mais de même, les fichiers d'infraction sexuelle, etc., qu'est-ce que va en faire le maire? Il ne peut pas, une fois qu'il est... Si les gens ont été condamnés, par exemple, ils ont été condamnés, ils ont purgé leur peine, point. Il ne va pas exercer une surveillance. D'ailleurs, il n'en a aucun moyen. Et je crois que le maire, son rôle, c'est, étant quand même détenteur de pas mal d'informations par la force des choses, si un agent municipal dysfonctionne, si on entend, on a des preuves, que dans une association, que dans la commune, il doit saisir la justice. Le fameux article 40 qui n'aura jamais été tant célébré, n'est-ce pas, ma chère Muriel? Eh bien, voilà. Mais je pense que votre discours est sage. Je voulais dire ça, c'est pas une question, c'est une déclaration. Je pense qu'il y a une sagesse dans l'Association des maires de France, telle que vous la représentez, parce que vouloir trop charger le maire qui a déjà tellement de choses à faire, ça risque d'être une confusion. Nous avons appris combien la séparation des pouvoirs était utile. Et donc, il faut l'appliquer. Parole d'expert. Non. Madame Lebrun. Oui, pour répondre aux différentes interventions, aux différents propos, merci pour vos derniers propos, mais je l'ai dit en préambule, une information ne vaut que pour ce que l'on en fait et pour les moyens qui sont mis à disposition de celui qui peut en faire quelque chose. Si nous n'avons pas de moyens pour en faire quelque chose, ça ne sert à rien. En revanche, je le disais tout à l'heure, j'ai parlé d'effet boomerang. On peut observer que quand on sait quelque chose, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Donc, non, c'est pas comme ça que ça marche.
Imaginons la situation concrète, je demande à avoir accès aux fichiers des délinquants sexuels. Très bien. Je suis maire d'une commune, ça vaut pour les fichiers S, et du reste, je l'ai vécu pour les fichiers S, donc je pourrais aussi en parler. Mais c'est la même histoire parce que c'est le socle est le même. Quoi faire d'une information au motif qu'on veut avoir accès à une information? Si on n'a pas la capacité à traiter l'information et à résoudre le problème posé par le fait de connaître l'information, ça ne sert à rien. Je préfère de très loin faire des signalements au procureur, avoir un contact direct, comme ça a pu m'arriver, et ça m'arrive régulièrement comme à l'ensemble des maires, de prendre le téléphone pour appeler le procureur en lui disant « vous allez recevoir un signalement parce que je suis très inquiète, parce que cet enfant est absent ou épisodiquement présent dans un état sanitaire qui me semble devoir faire l'objet de toutes les vigilances et peut-être même que derrière il y a autre chose parce que la police municipale, dans ses enquêtes de proximité, me dit que cette famille n'a pas la vie aussi paisible qu'on pourrait l'imaginer ou qu'on pourrait le souhaiter ». C'est pas du tout la même chose que de savoir que Monsieur X, qui habite 3 rue des Poiriers, a été condamné à 10 ans de prison pour infraction sexuelle sur un mineur. J'ai accès à cette information. Je le sais, je l'ai dans mon registre, c'est au coffre, je suis le seul à avoir l'information. J'en fais quoi? Je fais surveiller par la police municipale, par des rondes. Enfin, aux États-Unis, ça se passe comme ça. Moi, je veux bien. Et à chaque fois que la lumière sera allumée jusqu'à 1h du matin, je serai en train de me retourner le cerveau dans tous les sens en me disant mais qu'est-ce qui se passait chez lui? Il y a la justice. Enfin, moi, je suis extrêmement, comment vous dire, légaliste. Enfin, je suis extrêmement respectueuse, effectivement, de la séparation des pouvoirs et que les gens puissent assumer ce qui est de leur responsabilité avec les moyens assortis pour exercer ces responsabilités. Si on n'a pas les moyens assortis pour exercer une responsabilité, il faut prendre la chose autrement. Et il faut, par contre, peut-être, et c'est un sujet que je souhaitais aborder également, approfondir, par exemple, les CLSPD. Vous savez très bien qu'on est sur des contrats locaux de sécurité intercommunaux maintenant, qui n'exonèrent pas nécessairement, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire un contrat local de sécurité dans sa propre commune, et dans ce contrat local de sécurité, pour en avoir fait, et dans un autre temps pour y avoir participé sous une autre casquette, de savoir que soit on utilise, non pas le secret professionnel, mais le secret partagé. C'est quelque chose de totalement tabou. Le secret partagé, ça, tout le monde est d'accord, sauf quand il s'agit de le mettre en œuvre. Or, combien de CLS avons-nous pu faire où on parlait de Monsieur X, de Madame Y, de l'enfant Z, etc. Tout le monde savait de qui on parlait, mais au motif que l'assistant social avait le devoir de réserve professionnelle, que l'agent communal avait le devoir de réserve professionnelle, que le maire voulait tout savoir et que finalement on se demandait si ça le regardait, que le policier, enfin, etc., etc. Il y a un autre principe, moi, que j'aime beaucoup, à vrai dire, c'est le principe de Chatham House, que vous connaissez sans doute, qui est assez utilisé dans d'autres corps de métier et qui est assez utile parce qu'on peut utiliser des informations, mais on a un anonymat des sources, bien sûr, et un anonymat des participants. Donc ça donne effectivement là la possibilité d'une libre parole. Moi, je crois beaucoup, en tout cas je le dis et je le répète partout où je passe sur les CLSPD, parce que je pense qu'en effet ce serait plus simple. On est dans une unité de lieu, les gens disent ce qu'ils savent en responsabilité, et puis ensuite, eh bien, on en tire l'utilité pour une situation précise. Mais je reste sur cette position qui est de dire que les maires qui refusent, attention, enfin je le dis un peu formellement, mais les maires qui ne souhaitent pas avoir accès aux fichiers des délinquants ne sont pas des maires qui ne se préoccupent pas de leur population et qui ne se préoccupent pas moins de leur population que les maires qui prétendraient avoir accès aux fichiers. Encore une fois, une information ne vaut que pour ce que l'on peut en faire et ce que l'on en fait. Sur les fichiers, c'est un grand classique. D'autant que je précise que le fichier, enfin vous le savez évidemment, mais puisqu'il y a une captation, le fichier des délinquants sexuels, il ne s'agit pas seulement des délinquants
sexuelles en l'occurrence, c'est-à-dire pas uniquement de délinquants d'infractions sexuelles sur les mineurs, à l'encontre de mineurs. Il s'agit aussi maintenant d'inscrire des délinquants pour des situations de très grande violence. Donc c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que si le sujet, il est de protéger nos plus jeunes administrés, je pense que oui, et j'en ai fait la proposition, un process qui serait à disposition des maires pour savoir comment faire, comment réagir, etc. etc. Ça, c'est tout à fait valable. Mais en revanche, ça n'est pas parce que la méthode habituelle à l'Association des maires de France est de répondre aux demandes des maires et de ne pas les précéder que ça participe de l'omerta concernant les infractions sexuelles sur des mineurs. Enfin, franchement, je ne crois pas. La parole est parfaitement libre en commission éducation. Non, d'accord, voilà. Je pense que ça mérite d'être précisé parce que que soit la commission affaires sociales, la commission éducation, la commission petite enfance, il y a plusieurs associations transverses qui sont concernées par le sujet. Nos collègues élus s'ouvrent très librement dans ces commissions des sujets qui les préoccupent. Et ce sujet-là, notamment après l'affaire de Nantes, mais après d'autres affaires, j'ai retrouvé, c'était peu importe, mais c'était le département du Nord. Encore une fois, on l'a vu aussi sur des débats sur la peine de mort. La dictature de l'émotion, c'est immense. C'est extrêmement intrusif. Après des meurtres particulièrement sauvages, vous faites des sondages. Dans les 2 mois ou les 3 mois qui suivent, vous avez une poussée de fièvre terrible et tout à fait, non pas légitime, mais très explicable. Et probablement très entendable. Enfin, il faut en prendre la mesure. Mais justement, le maire est celui qui doit, précisément dans des situations de cette nature, garder de la hauteur, de la distance et être en mesure de mettre en place ce qu'il faut pour apaiser quand il faut apaiser, pour dénoncer s'il faut dénoncer, pour organiser s'il faut organiser, puisque finalement l'objectif est toujours le même, c'est de protéger la population. Je pense que j'entends ce que vous avez dit sur les fichiers S, certains qui réclamaient fichiers S, voire d'autres qui, comme l'exemple que vous avez donné, réclamaient de savoir tout sur chacun de ses concitoyens pour qu'après on lui fasse pas le reproche de dire mais non, notre question nous et notre interrogation, c'est vraiment quand même quand un maire doit mettre en contact lors du recrutement des personnes avec des enfants mineurs, qu'il puisse savoir. Et peut-être que le fichier n'est pas adapté, est trop large, mais ça peut être une de nos propositions, qui est vraiment un fichier en disant attention, ces personnes, il n'est pas question de les remettre en prison ou de leur faire faire ou de les empêcher de travailler ou de complètement de les ghettoiser, c'est simplement de ne pas les mettre en contact avec des enfants. C'est uniquement ça. Donc là, on est quand même sur quelque chose qu'à mon sens, beaucoup de maires, sans être aussi demandeurs de savoir tout sur tout citoyen de leur commune, ce qui à mon sens en effet ingérable, et ça je partage totalement, c'est au moins simplement, avant de mettre des enfants en contact, en responsabilité, quelqu'un au contact d'enfants, sachant qu'il a déjà été condamné pour des actes qui traduisent un attrait ou une attirance pour les enfants, c'est qu'on les prenne pas quoi sur ces postes-là. C'est ça notre interrogation très claire. Pardon de revenir là-dessus, mais je pense que le propos, pardon si je me suis mal fait comprendre, mais il est parfaitement clair. On distingue tout à fait nettement la population des agents communaux. Et sur les agents communaux, le maire a l'information. On a vu des trous dans la raquette, justement. Et on a entendu certains élus, même ici, parmi nos collègues, nous dire, mais alors c'est vrai que peut-être que c'est fait par leur service de ressources humaines et que de fait, ils n'avaient pas la connaissance, mais c'est systématique normalement quand quelqu'un, en effet, doit rentrer dans la fonction publique. Mais se pose question, et certains élus nous ont dit, mais quid de nos contractuels, quid de nos bénévoles? Et c'est là où je pense que cette sorte de guide que vous proposez ou de guide de bonne pratique pourrait être utile pour certains élus. Vous avez raison, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est tout ce qui est paramunicipal en quelque sorte. Les animateurs, mais par exemple dans le cadre du SMA, du service minimum d'accueil. Normalement, nous sommes tenus d'avoir la liste des personnes susceptibles d'assurer le service minimum d'accueil. Et ces personnes, donc, qui ne sont pas forcément en fonction auprès des enfants d'une façon régulière. Et nous avons normalement la nécessité
normalement, hein, la nécessité d'avoir vérifié que ces personnes susceptibles d'être auprès des enfants dans le cadre d'un service minimum d'accueil soient exempts de condamnation. Donc c'est tout à fait... C'est de réfléchir. Hein. Bon, ou bien le juge a décidé qu'une infraction était inscrite au casier judiciaire. Dans ce cas-là, le maire qui va embaucher une personne, forcément, en aura connaissance. Et dans ce cas-là, ce que vous dites, hein, ma chère présidente, ça marche. Mais si ça n'a pas été décidé par le juge, ben c'est quelqu'un qui a peut-être commis une infraction, qui a purgé sa peine, point. Et moi, j'ai aucun moyen en tant qu'élu d'avoir une quelconque présomption qu'il y a un danger. Et c'est normal que la justice procède ainsi. Alors, il est tout à fait clair que le juge, il a plutôt intérêt à l'inscrire au casier judiciaire ou à prendre la peine concernée s'il a le sentiment que qu'il peut y avoir des récidives. Mais c'est de lui que ça dépend, c'est pas du maire. Non, je me trompe, Muriel ? Vas-y. En fait, l'inscription au casier judiciaire ne dépend pas du juge, elle est automatique, elle est inscrite à un des bulletins du casier en fonction de la gravité de l'infraction. Oui, L'inscription, c'est l'inscription au FIJES, officier des délinquants sexuels, qui est ordonné ou pas. Mais ça, c'est encore différent. Mais ce n'est pas sur le casier judiciaire, c'est toujours indiqué. Ça dépend de l'infraction. Ça dépend de l'infraction. Nous, notre question porte vraiment sur ce fichier des auteurs de le FIJES, où là, il faut que, soit en effet, on dit, bon, une fois la peine purgée, chacun redevient un état normal. On peut aussi se dire que des personnes qui ont été condamnées dans ce cas-là, le fait qu'ils soient au fichier fait qu'ils aillent travailler sur d'autres postes que celui au contact d'enfants. C'est tout ce qu'on demande et ce qu'on va sans doute préconiser. On verra si on va au-delà. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Et voilà pour ces auditions de la mission d'information du Sénat sur la prévention de la pédophilie. Des auditions qui ont permis de comprendre comment l'opinion publique en France s'est emparée de ce fléau des abus sexuels sur mineurs. Et il a fallu attendre les années 1990 pour que la pédophilie devienne un vrai problème public, notamment grâce aux médias et aux associations de protection de l'enfance. La vice-présidente de l'Association des maires de France, Agnès Lebrun, a expliqué aux sénateurs que les élus étaient divisés sur cette question. Certains souhaitent avoir un maximum d'informations pour alerter sur les abus sexuels sur mineurs dans leur commune. D'autres ne veulent pas se substituer à l'autorité judiciaire. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.